Stoïcisme. 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 Qu'est-ce que le stoïcisme? Stoïcisme. Le stoïcisme, cette école de philosophie millénaire a pris très récemment une popularité inattendue auprès des jeunes sur les réseaux sociaux, notamment par le biais d'influenceurs Red Pill qui promet le stoïcisme comme la solution à une crise de la masculinité des temps modernes. À cause d'eux, le stoïcisme est souvent mal compris, ou juste perçu comme une doctrine chelou de mascus qui veulent vendre leur formation à 300 €. Respectez-moi! Dites-vous qu'entre son créateur Zénon de Kition et Marc Aurèle, le plus connu des stoïciens, il y a plus de 400 ans de différence. Et je vous laisse bien imaginer qu'à l'époque, il n'avait pas inventé le stoïcisme pour régler un problème de masculinité ou vendre des arnaques sur Instagram à 300 €. Mais du coup, si c'est pas juste une idéologie bizarre sur internet, c'est quoi le stoïcisme? Quel est son but et son fonctionnement? Tout ça, on va le voir dans cette vidéo. Mais avant cela, si tu veux voir plus de contenu de vulgarisation littéraire et philosophique, n'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo. Avant d'aller plus loin, il faut comprendre dans quel contexte historique naît le stoïcisme. Car si aujourd'hui la philosophie paraît pour la plupart des gens comme un truc compliqué où on s'invente des problèmes pour rien et qui est incompréhensible, à tort ou à raison d'ailleurs, car quand ton prof de philo dès le premier cours te dit que le temps n'est pas réel, pour la classe ça a le même effet qu'un somnifère. Sauf que pour les antiques, la philosophie c'était vachement plus simple et concret, car le but ultime était d'atteindre le bonheur. Ils appelaient ça le summum bonum, le souverain bien. Vu que le bonheur était le but ultime de n'importe quel homme, il était forcément son bien le plus précieux. De cette doctrine s'appelle le démonisme, et de ce courant va naître différentes écoles qui n'ont pas la même manière d'atteindre le bonheur, mais qui le qualifient tous comme la quête ultime de l'homme. Et le mouvement opposé à l'eudémonisme est donc l'hédonisme, qui pense que c'est le plaisir qui est la quête ultime. Mais c'est pas trop ce qui nous intéresse dans cette vidéo, notamment car c'est un peu une doctrine pour les porcs. Nous n'approfondirons donc pas cette idéologie dans cette vidéo. Plusieurs écoles eudémonisme naissent, comme par exemple l'eudémonisme intellectualisme fondé par Aristote, qui pense que pour atteindre le bonheur, il faut apprendre et découvrir un maximum de choses. Platon pensait plutôt que pour atteindre le souverain bien, il fallait être un maximum vertueux. Comme il le disait, c'est l'individu qui est bel et bon est heureux, alors que celui qui est injuste et mauvais est malheureux. Et dans un sens, quand même, ça se tient. Apprendre de nouvelles choses ou être gentil avec les gens, ça aide vraiment à être heureux. Mais l'école qui nous intéresse aujourd'hui est l'école cynique, fondée par Antisthène. Le but du cynisme est d'aller à l'encontre des conventions sociales. Alors ça peut paraître cool comme ça, mais dans la pratique, c'est être en gros le fou du bus. Diogène de Sinope, le plus connu de tous les cyniques, se baladait tout nu dans la rue en se masturbant perpétuellement et faisait ses besoins où bon lui semble. Là, vous devez vous demander, mais pourquoi je vous parle de cette philosophie de SDF? Eh bah car Zénon de Kition, celui qui a créé le stoïcisme, a appris auprès d'un maître cynique, Cratès de Thébès. Et on retrouve certains points du cynisme dans le stoïcisme, notamment l'idée qu'il faut se détacher des choses extérieures. Et heureusement, Zénon de Kition n'a pas gardé la partie se masturber en public, sinon je ne sais pas si elle serait autant populaire. Venons-en à Zénon de Kition. Il forme donc de la base du cynisme le stoïcisme. Mais de cette période où le stoïcisme naît, qu'on appelle stoïcisme ancien, nous n'avons que très peu de traces. On en connaît certains auteurs comme Cléante d'Assos, mais la plupart des textes n'ont jamais été retrouvés. Et ça vaut pareil pour le stoïcisme moyen vers moins 200 avant Jésus-Christ. Le seul auteur remarquable et connu est sûrement Cicéron, qui fut inspiré par le stoïcisme. Non, la période qui nous intéresse vraiment est le stoïcisme impérial pendant l'Empire romain, avec les deux figures les plus connues du stoïcisme, Épictète et Marc Aurèle. Le premier était un esclave qui reçut des enseignements stoïciens à Rome, la légende racontant que son maître frappait fortement sa jambe et il lui disait « Fais attention, tu vas la casser ». Son maître brisa sa jambe et Épictète lui dit « Je te l'avais dit ». Bon, en vrai, personne n'est sûr de la véracité de cette histoire, elle est plutôt là pour accroître la légende d'Épictète. Il est après affranchi et donna des cours de stoïcisme. De son vivant, il n'a rien écrit. Tout ce qu'on sait de son enseignement vient de ses disciples, qui les ont compilés dans les entretiens et surtout le manuel d'Épictète, qui a énormément influencé le stoïcien le plus célèbre, Marc Aurèle. Il était empereur romain, il recevra de nombreux enseignements stoïciens et écrira Penser pour moi-même, le livre le plus connu du stoïcisme où les principes les plus importants du stoïcisme y sont expliqués. Bon, on a pu repasser rapidement l'histoire du stoïcisme et on a bien pu voir que ce n'est pas un truc par rapport à la masculinité. S'il n'y avait pas de femmes stoïciennes à cette époque, c'est tout simplement car elles ne pouvaient pas pratiquer la philosophie tout court. Ok, on a présenté l'histoire et les auteurs importants du stoïcisme, mais concrètement le stoïcisme, qu'est-ce que c'est? Souvent on présente le stoïcisme de manière manichéenne, en disant que c'est faire la séparation entre les choses qui dépendent de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Il faut rajouter que ce qui dépend de nous est tout ce qui appartient à notre vie spirituelle, perception, pensée, etc. Et tout ce qui est en dehors ne dépend pas de nous. Toutes les choses physiques. Ok, ça c'est la base de la philosophie stoïcienne. Pour encore mieux la pratiquer, il faut donc se détacher de tout ce qui est physique. Ça ne veut pas dire forcément de ne rien posséder, mais ça veut surtout dire de ne rien vouloir. Car si on suit la logique, si tu commences à vouloir des choses qui ne dépendent pas de toi,
comme de l'argent, des vêtements ou des objets de luxe, et bien vu que l'obtention de ces derniers ne dépend pas de toi, tu seras irrité par cette réalité et ta vie en sera troublée. Donc quand Yomi Denzel te dit d'être stoïcien mais en même temps d'acheter sa formation à 300 € pour devenir millionnaire, il y a une légère dissonance cognitive. Mais le stoïcisme va plus loin que juste ne pas vouloir des choses matérielles, c'est aussi ne pas vouloir ou espérer que certains événements arrivent. Épictète prend l'exemple de l'homme qui a peur que son fils et sa femme meurent. Cette peur est selon lui irrationnelle, car en plus qu'elle va forcément arriver un jour, il ne peut pas la contrôler. Finalement, être stoïcien, c'est se rendre compte que les choses qui nous arrivent, que ce soit la gloire, la mort, l'amour ou la richesse, ce ne sont ni des biens ni des mal en soi, mais juste des événements auxquels il ne faut pas attribuer des biens ou des mal. Car sinon, on passera notre vie à les fuir ou à les chercher, alors même qu'on n'a pas la main mise dessus. Et là, vous vous rendez peut-être compte petit à petit qu'en fait, le stoïcisme, c'est beau quand on en parle comme ça fait réfléchir cette idée de choses qu'on contrôle et vice versa, mais dans les faits, ça paraît quand même extrêmement dur à appliquer. Surtout pour ce qui est de ne pas vouloir, car l'humain est par essence un être qui veut. La plupart des actions qu'on fait, c'est parce qu'on le veut. Quand on boit, c'est parce qu'on veut boire. Mais est-ce que pour autant boire nous trouble car l'eau n'est pas dans notre champ de contrôle? Alors oui, dit comme ça paraît absurde et on pourrait se dire que le stoïcisme c'est nul. Pour autant, il n'y a pas tout à jeter dans le stoïcisme. Beaucoup de caractéristiques sont intéressantes et font réfléchir dans le bon sens. Le fait de ne pas s'attacher, de se vanter de position physique car à la fin on meurt tous donc ça veut rien, ou encore la manière d'appréhender les épreuves que la vie nous offre. Se rendre compte que ce qui rend difficile les épreuves à surmonter ne sont pas les épreuves en elles-mêmes, mais la manière dont on va percevoir ces épreuves qui en font toute la difficulté. C'est d'ailleurs pour cela que personne ne vit un deuil, un cambriolage ou une mauvaise note de la même manière. Pour autant, malgré de nombreuses choses intéressantes qui donneraient envie d'être stoïcien, dans les faits, appliquer complètement cette philosophie paraît bien compliqué. Surtout dans un monde capitaliste où on doit toujours faire de l'argent et on nous pousse à la consommation très souvent. Mais même à l'époque des Grecs, sans tout cela, c'est quand même bizarre de supprimer tout désir. Il n'y a pas une philosophie qui serait plus humaine? L'épicurisme a été fondé par Épicure, une superstar de la philosophie à son époque, qui avait écrit des tonnes et des tonnes d'ouvrages et qui était très respecté. Pour autant, tous ses livres ont été perdus sauf 3 lettres où on a pu découvrir sa philosophie. L'épicurisme, c'est la recherche du plaisir, mais pas n'importe lequel comme les hédonistes. Il les sépare en 3 catégories: les désirs non naturels et nécessaires, les désirs naturels et non nécessaires, et les désirs naturels et nécessaires. Et c'est uniquement cette dernière catégorie qu'il faut accomplir pour atteindre le bonheur. Cela contient donc des désirs tels que boire, manger, dormir... Et le reste est donc considéré comme futile. Et c'est vrai que quand on y réfléchit, est-ce que vouloir des biens matériels comme des voitures ou des PS5 est vraiment nécessaire pour notre bonheur? Vu que l'épicurisme est à la recherche du bonheur grâce au plaisir, on le considère souvent comme hédoniste modéré, mais toujours étant eudémoniste, plaçant le bonheur comme le souverain bien et le but ultime de l'homme. Et souvent les stoïciens ont placé les épicuristes comme des dégénérés, car les stoïciens étaient contre le plaisir et les désirs. Or, on voit bien que même si les épicuristes acceptent le désir et les plaisirs, cela est fait avec de la sagesse et de la distinction. Le but n'étant pas de se gaver de fast-food ou de dormir 13 heures par nuit. En fait, pour mieux comprendre l'épicurisme, il faut prendre un plan en 2 dimensions avec une droite. On va imaginer que cette droite représente l'état de notre corps. Si elle descend, c'est qu'elle a un besoin nécessaire comme boire ou manger. La réalisation de ce besoin permet l'atteinte de cet équilibre, qui est donc considéré comme notre dernier degré de bonheur. Et en vérité, je ne comprends pas pourquoi cette école de philosophie n'est pas plus populaire sur les réseaux sociaux et parmi la jeunesse. Car en vérité, nous vivons dans un monde très hédoniste, où on recherche en permanence le plaisir. On est tout le temps surstimulé, et c'est très rare que cela nous permette d'atteindre le bonheur. Je connais très peu de personnes qui regardent TikTok pendant 18 heures de suite et qui me disent l'avoir atteint. Donc l'épicurisme, qui est un hédonisme modéré, irait bien pour notre mode de vie actuel. Ça nous apprendrait à être moins dépensiers, plus respectueux de la nature, plus heureux, et surtout ça corrige les problèmes du stoïcisme. Car oui, même si le stoïcisme fait rêver, car il donne l'image de quelqu'un fort mentalement, il faut admettre qu'il est très dur de l'appliquer complètement. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a permis de mieux comprendre cette philosophie antique qu'est le stoïcisme. N'hésite pas à liker, commenter et partager la vidéo. Sur ce, c'était Harissante et je vous dis à la prochaine.